de la comptabilité. Salut à tous, samedi 12h45, c'est plus clair. Toute l'actu média, les images, nos enquêtes, les coulisses et bien sûr nos invités. Au menu aujourd'hui, comme chaque semaine, nous commencerons avec notre Média Mix. C'est l'essentiel de l'info média en images et en 5 minutes. Avec dans l'actu, la dernière idée de TF1 et d'M6, des séries allemandes en fin d'après-midi. Un sondage, la cote d'amour des animateurs télé qui est numéro 1 et le nouvel habillage des chaînes de France Télévisions. Mais ce qui domine l'actualité cette semaine, c'est bien sûr la course contre la montre pour sauver Ingrid Betancourt. Comment les infos parviennent-elles aux journalistes? Comment savoir? Incertitude et inquiétude. Sur notre plateau aujourd'hui, la surprise branchée de France 3. Un chanteur barbu et underground sélectionné pour l'Eurovision. C'est Sébastien Tellier qui représentera la France. L'Eurovision New Look, à quoi ça va ressembler? Réponse en images dans Plus Clair. Jean-Pierre Foucault est aussi notre invité. Le nouveau jeu qu'il animait sur TF1 s'arrête brusquement. Au même moment, il sort un livre sur ses 40 ans de carrière. De quoi prendre du recul, et en télé, il en faut. Jean-Pierre Foucault est dans Plus Clair. Et bien sûr, vos autres rendez-vous, le zapping, l'ITV Télé, cette semaine, Églantine Émeillé et Jean-Pierre Pernaut, l'Observatoire des séries et la Webzone, avec la nouvelle star du journalisme People. Voilà pour le sommaire, et on commence tout de suite avec l'actu de la semaine, résumé et mixé par Plus Clair. C'est le Média Mix préparé par Julien Dugast et Théodore Bourdeau. C'est parti. Depuis lundi, pas une mais deux nouvelles séries allemandes sont programmées en avant-soirée. Le Destin de Bruno à 16h35 sur TF1 et Le Rêve de Diana sur M6 à 17h. Gagnant de ce match germano-germanique, Le Destin de Bruno, la suite du Destin de Lisa, a réalisé 24,6% de part d'audience. C'est moi. Voilà le héros du jour. Loin devant cette rêveuse de Diana qui réalise seulement 8,5% de part de marché en moyenne. C'était la chance de ma vie, c'est idiot de l'avoir laissé passer. Mais la vraie question, c'est pourquoi les fictions allemandes squattent-elles nos fins d'après-midi? Première explication. Aux heures de grande écoute, c'est-à-dire entre 18h et 23h, les chaînes privées et publiques doivent respecter une obligation de diffusion de 60% d'œuvres européennes, sachant qu'en prime time, les chaînes, vous l'avez remarqué, ont tendance à diffuser beaucoup de séries américaines. Donc il faut compenser en mettant en avant-soirée des séries françaises ou européennes. Ok, mais il n'y a pas que ça. Une série allemande est 4 à 5 fois moins chère qu'une série américaine. Et surtout... Le Destin de Lisa a très bien marché. Sur M6, il y a eu plusieurs séries allemandes qui ont également bien marché. Donc là, les chaînes se sont dit, tiens, il est peut-être pas mal de mettre cette série-là, parce que de toute façon, on ne perdra pas en audience. Pour résumer, on n'en a pas fini avec les séries allemandes. C'est clair. Jeudi, record d'audience auprès des ménagères pour un dîner presque parfait sur M6. Au niveau de l'apéritif, il y a du poulet. 35,5% de part d'audience, 2 millions de téléspectateurs. Ma confiance est revenue et je suis à nouveau dans la course. Le concept d'un dîner est presque parfait. 5 personnes habitant la même ville mais qui ne se connaissent pas doivent organiser la meilleure soirée de la semaine. Et alors, ça vous plaît, ce que j'ai fait ? Lancé le 11 février à 18h05, cette adaptation d'un format américain avait la lourde charge de booster une case en difficulté. On a tout ce qu'on voulait, même plus. Série étrangère ou télé-réalité, M6 avait presque tout essayé sans succès. Alors que la recette pour réussir était finalement... Describe yourself. Assez simple. Je suis quand même assez fière des tartelettes. Jeudi après-midi à France Télévisions, on s'activait. Il faudrait une chaise là, s'il vous plaît. Juste comme ça suffit, voilà. Quand on met les photos, c'est dans le barco A. Et oui, jusqu'à maintenant, voilà à quoi ressemblaient les JT. Dès lundi, l'information de France 3 aura un nouveau générique, un nouvel habillage et surtout un nouveau décor. Tout change lundi, et y compris les logos de France Télévisions. L'habillage de France Télévisions en général, de France 2, de France 3. Et là, vous êtes en train de filmer l'écran du journal. Pour le nouveau logo de France Télévisions, résultat lundi. En attendant, Catherine Matoche répète pour le 12-13 du week-end. Commence, on n'a pas le son. Madame, monsieur, bonjour. Un plateau, c'est qu'une vitrine. C'est une vitrine, donc une vitrine, vous la changez régulièrement, sinon les gens se lassent, donc il faut que ça reste beau, efficace, moderne. Ce nouveau chantier a commencé en septembre. Principale difficulté, qui dit changement du plateau national, dit aussi transformation de tous les plateaux en région. Il y a eu beaucoup de contraintes parce que, en fait, il n'y a pas que ce décor parisien. Il y a les 25 plateaux en région qui ont été faits à partir de la base de travail de ce décor.
Paul Naon, le patron de l'info, est là pour apporter les derniers réglages. On me pose des questions auxquelles je ne sais pas répondre. Pour lui, malgré le financement discuté de France Télévisions, ces investissements étaient nécessaires. Moi, je crois que c'était très important d'investir pour réaffirmer, une fois de plus et de façon encore plus marquée, la marque France 3. Jeudi, le magazine Stratégie sortait un nouveau sondage réalisé avec l'agence OMG. Thématique de cette étude, les animateurs préférés des Français. Et la grande gagnante est ? Eh oui, Valérie Damido. Elle apparaît en tous les cas à l'antenne comme très sympathique, très dynamique, très chaleureuse. En gros, comme la bonne copine. Ah, moi, c'est-à-dire que je suis au bon endroit, quoi. Les audiences sont là et M6 en plus a privilégié la mise en avant de Valérie Damido, ce qui fait qu'elle a une visibilité de plus en plus importante. Attends, c'est pas facile ce qu'on a fait, hein. J'adore. Dans cette enquête, Valérie Damido dépasse donc de peu Jean-Luc Reichmann. Attendez. Deuxième constatation de ce sondage, les femmes s'imposent à la télé. La place de la femme, en tous les cas, dans les jeux ou dans les magazines, dans les divertissements, n'est plus du tout une potiche. Ce sont vraiment des animateurs, des animatrices à part entière. On les reconnaît pour leur qualité professionnelle, de Monsieur Loyal, de Madame Loyal, cela avant leur côté plastique. Et côté animatrice, M6 remporte la manche. Valérie Damido, Virginie Efira et Estelle Denis sont plébiscitées. France Télévisions sauve l'honneur avec Karine Le Marchand, très appréciée. Lundi, Patrick Duffy faisait son grand retour à la télé américaine. Après avoir incarné l'homme de l'Atlantide et surtout Bobby Ewing dans Dallas, Patrick Duffy anime depuis cette semaine une version customisée du bingo sur Game Show Network, une chaîne du câble pour les seniors. Deux candidats s'affrontent et répondent à des questions pour accéder à la grille finale et tenter de gagner 2 super cadeaux. Would you like to go to Puerto Rico? I would love to go to Puerto Rico. Et attention, l'homme poisson prend vraiment au sérieux sa reconversion. It's another page in my little book of experiences that I find very rewarding. Bingo for me is like the genetic source of all games. Diffusé tous les jours en prime time, ce nouveau jeu n'a pas vraiment boosté l'audience de la chaîne. Mais grande classe, Duffy n'en veut même pas aux téléspectateurs. Ingrid Betancourt est au plus mal. Intervention du président de la République française mardi, départ d'un avion humanitaire vers la Colombie, multiplication des messages suppliant les FARC de la libérer. Les informations arrivent au compte-gouttes, elles sont contradictoires. Alors comment parviennent-elles jusqu'aux journalistes? Que dire? Et comment se mobiliser? Enquête de Karima Hamzaoui. Ingrid Betancourt, dans un état jugé très grave, refuse de s'alimenter. Depuis une semaine, l'état de santé d'Ingrid Betancourt mobilise l'attention de tous les médias. Et mardi, l'intervention du président de la République est retransmise en direct. Ingrid est en danger de mort imminente. Mercredi, nous nous rendons à la conférence de presse de Lorenzo Delois Betancourt, fils d'Ingrid. Ici, lui aussi parle de la santé de sa mère. Elle est atteinte d'une hépatite B, d'une leishmaniose, qui oblige à présent une transfusion sanguine dans les heures qui viennent. Comment les proches d'Ingrid Betancourt font-ils pour s'informer de l'évolution de sa situation en Colombie ? Il y a évidemment les informations qu'on nous donne officiellement, que ce soit quand l'Élysée nous informe, le Quai d'Orsay, l'ambassadeur de Colombie sur place, les émissaires. Il y a également ensuite tout le travail d'investigation que font parfois des journalistes colombiens que, à force, on a appris à connaître très bien. Donc on sait à qui faire confiance et à qui ne pas faire confiance. Pour les médias français comme à TF1, même difficulté pour obtenir des informations sur Ingrid Betancourt. Comment on fait pour être sûr des informations qu'on a justement ? C'est parfois un peu digne d'une conversation d'espion. On se rappelle, on se contacte, on se donne rendez-vous. Mais bon, il faut toujours être au plus près des personnes qui peuvent détenir Ingrid Betancourt. Mais Mona Interman est en Colombie depuis plusieurs jours. Cette reporter de France 3 nous explique comment elle travaille sur place. Il y a des choses qu'on n'ose pas dire. Il y a même de ma part, il y a un peu d'autocensure. Les informations que j'ai, ce sont notamment auprès d'une ONG qui est en contact avec les FARC qui ont déposé les armes volontairement ou pas, avec des membres du gouvernement et avec des gens qui, ici, localement, suivent le dossier depuis très longtemps, qui connaissent bien les choses. Jeudi à Radio France Internationale, qui suit l'affaire Betancourt depuis le début, Lorenzo Valente, un des responsables de la rédaction, appelle un de ses correspondants en Colombie. Le matin, un avion a été envoyé par l'Élysée à Bogota, à son bord des membres d'une mission humanitaire. As-tu une confirmation sur le nombre de personnes à bord ? D'après nos informations, il y avait 2 délégués du gouvernement français et 2 médecins qui viennent de Paris.
médicos de ese país. RFI est l'une des radios ayant le plus de contacts en Amérique latine. Pourtant, face à l'affaire Bettencourt, elle aussi est confrontée à des difficultés pour réunir des informations. Dans ces dossiers, la grosse difficulté, c'est d'avoir des vraies informations très fiables. On en est à des versions plus ou moins directes, souvent des témoins qui ont vu des témoins, etc. Il n'y a pas une certitude sur la plupart des points qui sont évoqués, car nous n'avons pas un accès direct à l'information. C'est des informations qu'on n'a pas les moyens de vérifier. Vendredi, nouveau rebondissement dans l'affaire Bettencourt. Le président du Venezuela, Hugo Chavez, a proposé sa médiation et se dit prêt à aller chercher Ingrid Bettencourt. À noter que de son côté, la sœur de l'otage franco-colombienne Astrid Bettencourt demande aujourd'hui à Nicolas Sarkozy de travailler sur ce dossier avec le président vénézuélien Hugo Chavez. Quelques heures avant, Lorenzo est venu à RFI, comme chaque semaine, enregistrer un message pour sa mère, retransmis sur les radios colombiennes. Forcément, cet enregistrement prend une tournure très médiatique. Mamita, sé que estás pasando momentos muy difíciles, pero por favor, estos de verdad son los últimos. Así que fuerza, fuerza, come y cuídate. Es tu hijo que te lo pide. Courage, maman. Courage. Durant cette semaine, tout et son contraire a été entendu sur Ingrid Bettencourt. À la sortie du studio, nous demandons à son fils comment lui a fait le tri parmi toutes ces informations. C'est un tri d'informations, mais qui quand même convergent tous vers un même endroit. Lequel ? Ma mère va très mal. Et puis quand vous voyez ce que dit le président français, qui a ses sources, qui dit que maman est en un imminent danger de mort. Demain, place de l'Opéra à 14h30, une marche blanche pour la libération de sa mère aura lieu. Ce sera l'ultime marche, nous a-t-il dit. L'Eurovision, avant, c'était l'ancêtre ringard de la nouvelle star. Aujourd'hui, l'ultra kitsch serait-il devenu ultra branché? La France mise en tout cas cette année sur Sébastien Tellier. Tellier, le chabal de l'électropop, l'ovni de la French Touch. Le 24 mai à Belgrade, il chantera son titre Divine. Et cette sélection, il la doit à Marie-Claire Mézeret, la patronne des divertissements sur France 3. Pourquoi ce choix? Quelles sont ses chances? Ils sont venus tous les deux sur le plateau de Plus Clair pour nous en parler. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Bonjour Marie-Claire Mézeret, patronne des divertissements donc sur France 3. Sébastien Tellier, bonjour. Alors au départ, pour cette Eurovision 2008, on a entendu parler de Tina Arena et de Laham. Et au final, c'est Sébastien Tellier. Alors moi, j'aimerais comprendre. Je vais répondre à cette question parce que le cheminement qui va de Laham à Sébastien dans le choix. Mais il n'en a jamais été question de Tina Arena et de Laham. Je ne porte pas de jugement négatif. C'est une rumeur. C'était une rumeur, oui. Bon. Et donc, finalement, c'est Sébastien Tellier. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore ou qui ne vous connaissent pas très bien, vous êtes devenu célèbre avec la ritournelle. Hein, c'est un air qui a été célèbre et riche d'ailleurs, parce que c'est un air. Non. Oui, enfin, de quoi m'acheter à manger, quoi. Voilà, vous avez été repris pour la pub d'une grande marque de cosmétiques, notamment. On est très 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 loin du registre de la variété. Ça vous a surpris quand on vous a dit voilà, c'est toi qui vas faire l'Eurovision? Oui, j'étais surpris, mais j'ai tout de suite dit oui. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de moment de flottement où tout d'un coup. Bon sang, l'Eurovision. Je suis resté conscient, lucide. Non, mais ça m'a tout de suite plu. Ça m'a tout de suite énormément plu. C'est ce qu'il me fallait justement. Pour moi, c'est parfait. Mais il est vrai qu'on avait nous à France 3 décidé de prendre quelque chose un peu moins lisse et comme à l'Eurovision. Oui, mais bien sûr, tant qu'à faire, faisons le grand saut. Hein. Voilà. Comme à l'Eurovision, maintenant, ce sont vraiment des gens qui viennent faire un show, un spectacle absolument extraordinaire. On s'est dit que Sébastien Tellier pouvait faire un show à l'Eurovision. Oui, je connais Sébastien Tellier depuis assez longtemps. Je suis sa carrière. L'an dernier, les téléspectateurs avaient pu choisir entre plusieurs propositions pour représenter la France. Et cette année, c'est France 3 et vous-même qui avez choisi tout seul. Pourquoi? C'est moins risqué. Alors, pourquoi? Il n'y a pas de réglementation qui stipule que la personne qui va représenter le pays à l'Eurovision doit être choisie par les téléspectateurs. Donc pourquoi? C'est un peu historique en France, c'est-à-dire que la moitié des gens qui sont partis à l'Eurovision ont été sélectionnés comme ça par les patrons, plutôt les patronnes de variété. Parce que je pense à Marie-France Bruyère, ou je pense à Dominique Ancien, ou à Rachel Kahn. Vous parliez d'un choix moins lisse. Vous avez pensé d'abord à Philippe Catherine, paraît-il. Oui. Il s'est désisté. Alors, c'est pas qu'il s'est désisté. Alors, Philippe Catherine, comment vous dire?
grand respect pour Philippe Catherine et il est le bienvenu à France 3 quand il veut. On ne s'est pas entendu sur la chanson. C'est quoi l'Eurovision pour vous? Quand on vous a dit que vous allez faire l'Eurovision, vous regardiez petit ou pas? Alors petit, je regardais l'Eurovision évidemment, après un peu moins quand même avec l'adolescence. Bon. Et vous aviez 2 ans quand Marie-Myriam a gagné avec l'oiseau et l'enfant. Voilà, 77. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que quand j'imagine l'Eurovision, je vois des dégradés de bleu, des dégradés de rose. Je vois un petit peu un plateau de Pascal Sevran, mais en immense. Voilà. Oui, c'est ça. C'est ça. Et Sébastien Tellier, 2 points, ça va pas vous faire un choc? Non mais c'est très amusant. 10 points. Non mais 12, c'est vrai que 20, oui, allons-y. Voilà, on peut tous s'imaginer. Non, le maximum c'est 12. Oui, c'est 12. Le maximum c'est 12. Bon, oui, non. Qu'est-ce que je disais? Non, je ne disais rien. Justement, je vais pas fouiller juste. Alors voilà. Sébastien Tellier, 12 points, ça vous inspire quoi? Oui, ça me parle. Ce qu'il y a, c'est comme au casino, on a des chances de gagner, mais c'est vraiment pas sûr. Oui, mais en tout cas, vous pouvez pas faire pire que les Fatal Picard qui sont arrivés 24e l'année dernière. Si, c'est avant-dernier. On peut toujours faire pire. Pourquoi pas? Non, mais voilà. C'est quoi l'objectif? C'est 10e? L'objectif, imaginez, l'objectif c'est que oui, qu'on soit bien supérieur à l'an dernier. Et si vous gagnez cette année, qu'est-ce qui se passe? Mais alors, si on gagne, on organise l'année prochaine l'Eurovision en France. Donc ça peut être un peu... Mais voilà, ça veut dire un gros barnum organisé pour France 3. Oui, voilà. Il faut s'y préparer. Si vous gagnez, vous faites quoi? Yacht, prostitution. Oui, d'accord, très bien. Non, c'est pas vrai. Non. Tout est enregistré et vous imaginez bien qu'on va vous le ressortir. Hein? Mais... Non, mais j'essaie de m'amuser. Enfin, pour moi, vraiment, l'Eurovision, c'est une source de plaisir. Voilà, en plus, gagner, ça serait vraiment fantastique. C'est la place la plus confortable à un concours, c'est premier. Donc voilà. Bon, 12 points. Le plus dur cette année, c'est peut-être de battre Dustin, la dinde irlandaise. C'est une marionnette, donc vous voyez, la barre est haute. L'Eurovision Cru 2008, ça va donner quoi? C'est un sujet de Julien Dugas, on regarde ensemble. Lorsque l'on pense Eurovision, bien souvent on pense à ça. Ou ça. Ou encore à ça. Allez, oubliez ce que vous venez d'entendre, puisque cette année, l'homme qui représentera la France à l'Eurovision est plus proche des Beach Boys que de Nana Mouskouri. L'Eurovision, c'est le terrain du tout possible. Donc, à un moment donné, pourquoi pas Sébastien Tellier à l'Eurovision? Et oui, pourquoi pas un esthète de l'électronique produit par l'un des Daft Punk pour nous représenter à l'Eurovision. Ils font une chanson qui rentre tout de suite dans l'oreille, et ça, on l'a peut-être. Le morceau, c'est Divine, et ça ressemble à ça. Ça le fait bien, comme on dit aujourd'hui. C'est très pop et c'est très bien. Presque entre les Roubettes et Beach Boys. Donc vous choisissez pour la street crédibilité, ça sera plutôt Beach Boys. Et pour ceux qui aiment l'Eurovision premier degré, ça sera plutôt les Roubettes. Peut-être que par ce choix, la France a une chance éventuelle. Bon, ok, mais me direz-vous pourquoi un artiste crédible irait-il se mesurer à cette candidate en course pour la Suède? Se frotter à cet espagnol déjanté? Ou encore à ce dindon, Sissi, qui représentera l'Irlande? De par sa participation, déjà, ce nom, Sébastien Tellier, cette présence incroyable, ce côté chabal de la pop, va lui ouvrir peut-être des portes dans des médias qui jusque-là ne lui étaient pas ouverts. Et oui, aujourd'hui, le grand public connaît cet érotomane électronique et ça déjà, c'est bien joué. Marie-Claire Mézareth, c'est pas franchement devenu un peu n'importe quoi cette Eurovision? Il y avait eu l'ordi là avec le hard rock Alléluia, maintenant il y a des dindes. On a l'impression que c'est un espèce de concours du show, du décalage. C'est le concours du spectacle. Et peut-être que l'Eurovision deviendra plus sympathique qu'avant en France, en tout cas avec Sébastien, peut-être. Finalement, l'Eurovision c'est presque devenu le summum du snobisme. Est-ce que c'est pas pour vous le meilleur coup de pub?
Oui, si, ça m'emmène effectivement vers le populaire. C'est ça qui est bien pour moi aussi, même si j'ai dit oui vraiment immédiatement sans la moindre réflexion. Mais voilà, ça m'emmène vers des sphères que je connaissais pas et ça me sort de là où j'étais pas forcément à l'aise, où j'ai tout fait un petit peu. Donc c'est vrai que pour moi c'est une chance tout simplement. Il y a eu un effet annonce de la participation à l'Eurovision sur les ventes de disques. Ça je sais pas. Par contre, on me reconnaît dans la station-service. Il y a eu un effet, oui. Et ça, c'est vraiment le signe que c'est le succès assuré. Voilà. Qui va présenter l'Eurovision cette année? L'année dernière, c'était Julien Lepers et Tex. Et Tex, oui. Alors, cette année, ce sera certainement Julien Lepers. Voilà. Et après, une surprise, là, je peux pas vous en parler parce que c'est pas signé, mais ce sera vraiment, vraiment bien. Et vous pensez que ça peut être de toute façon opération gagnante pour vous? Complètement. Amusement, des millions de téléspectateurs. 100 millions de téléspectateurs. C'est quand même pas rien, 100 millions. Hein. Sébastien Tellier, 100 millions. Voilà. Non, mais ça, c'est vraiment amusant. C'est plus amusant que de faire de la barque. Enfin, j'adore faire de la barque d'ailleurs. Enfin, c'est là. En même temps, je vois pas pourquoi on vous demanderait de faire de la barque. Non, je sais pas pourquoi. Alors ça, je dis n'importe quoi. Je me laisse complètement aller. 53e concours de l'Eurovision, c'est le 24 mai à Belgrade, en Serbie, en direct sur France 3. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus nous en parler sur le plateau de Plus Clair. À suivre, le zapping, l'ITV Télé, cette semaine, Églantine Émeillé et Jean-Pierre Pernaut. Vous retrouverez aussi l'Observatoire des séries, la Webzone et bien sûr notre invité Jean-Pierre Foucault, une émission qui s'en va, un livre qui arrive. Il est sur le plateau de Plus Clair, c'est dans un instant, juste après la pub. Quand deux personnalités de la télé font les questions et les réponses, ça donne l'ITV Télé. Cette semaine, Églantine Émeillé et Jean-Pierre Pernaut. On regarde. C'est quand la dernière fois que tu as pleuré devant la télé? La Nouvelle Star, lors d'une élimination, je pense. C'était quand la dernière fois que tu as ri? Là, je ris tous les soirs en rentrant à la maison et en regardant un pitre à la télévision qui présente la roue de la fortune. À chaque fois, je m'éclate. Quelle est ta marionnette préférée au Guignol? Je regarde pas. Est-ce que selon toi, la télévision est un univers impitoyable? Ah oui, mais il faut savoir passer à côté pour durer. Qui parle dans ton oreillette, Églantine? Julien Courbet ou Cécile Vitran? Quelle est l'émission à laquelle tu ne participeras jamais? La Starac. Pas parce que j'aime pas l'émission, mais parce que je chante comme un pied. Chante-moi ton générique de télé préféré. Sous le soleil. C'est pour ça que j'irai pas à la Starac. Avec quelle personnalité, Églantine, t'a-t-on déjà confondu? Virginie Ledoyen, Inès Sastre. Quelles sont les initiales de ton pire ennemi dans le PAF? Je peux en dire deux. DS et GC. C'est pas des ennemis, mais c'est des gens que moi, j'aime pas. Si Nicolas Sarkozy était animateur télé, quelle émission présenterait-il? Sans aucun doute, parce que je le vois très bien, un peu comme Courbet en Zorro de la télé. Églantine, quelle est ta série télé préférée? Lost. Quelle animatrice, Jean-Pierre, ou animateur du PAF, embrasserais-tu sur la bouche? Là, j'ai de la chance parce que ma femme est présentatrice sur IDF1 depuis quelques jours, donc Nathalie. Quelle est la critique qui t'a le plus blessé? Oh, alors là, c'est compliqué. Il y en a eu tellement de critiques. Celle qui me blesse le plus, c'est quand on dit que je suis à la botte de quelqu'un, alors que je me suis toujours battu pour mon indépendance. Si la télé était un objet, ce serait quoi? Ça n'en est pas déjà un. As-tu un rituel avant de passer à l'antenne? Et lequel? Avant de passer à l'antenne, pour tout vous dire, je vais faire pipi et puis j'éteins mon portable, c'est tout. Quelle est selon toi l'émission la plus idiote du PAF? Il y en a plus. Il y en a une il y a quelques années. Maintenant, il fait de la radio, le gars qui l'a présenté. Voilà, interview croisée réalisée par Alexandre Pérez. Vous retrouverez Églantine Émeillé et Jean-Pierre Pernaut le vendredi 11 avril à 20h50 pour Le Monde à l'envers. Le plus surprenant, le plus insolite et aberrant des JT. À ma droite, les Griffins, Family Guy en VO, une série d'animation qui cartonne depuis 9 ans aux États-Unis. À ma gauche, Star Wars, la guerre des étoiles, déjà parodiée des milliers de fois. Et quand les Griffins tombent du côté obscur de la Force, ça donne une rencontre burlesque et trash. Le DVD sort cette semaine en France. Vincent Calvet. Les Griffins, c'est l'autre série animée américaine qui dépeint le quotidien d'une famille bien déjantée. I love you. Aux States, Family Guy, c'est son titre original, est une véritable institution. Apparue en 99, la série a remporté 2 Emmy Awards et elle est totalement culte. Derrière cette série, on trouve un dessinateur de 34 ans, Seth MacFarlane, un véritable mordu de pop culture et de science-fiction en particulier. Pas étonnant donc que Family Guy se soit mis à jouer à Star Wars. Cette semaine est sorti en France en DVD un épisode spécial des Griffins intitulé Blue Harvest, soit une parodie de l'épisode 4.
Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope. All right, now what do I click? Click Preferences. Okay, I clicked Preferences. Now go to Default Media Browser. Okay, there's a little hourglass, and it's not letting me do anything. It says buffering. Une parodie qui reprend fidèlement la structure de l'original, avec la petite touche Family Guy en plus. Un remake bien particulier de La Guerre des Étoiles, approuvé par George Lucas en personne. I've hidden the plans in one of these 26 briefcases. Okay. I'm feeling number 40. Let's go with number 40. Du coup, Seth MacFarlane a pu réaliser un de ses rêves, rencontrer Monsieur Lucas, et on ne sait plus lequel des deux est le plus fan de l'autre. Vous regardez beaucoup la télé? Il y a des choses qui vous plaisent? La seule chose que je regarde, c'est les Griffins. Je suis content d'être venu. Et aussi de vieux épisodes de Jackass. En France, on pourra retrouver les Griffins à la fin du mois sur la chaîne Paris Première. Mercredi soir, sur France 2, on va tous retourner à l'école. Voilà, je vous présente notre nouvelle institutrice. Avec la diffusion des 2 premiers épisodes de La Cour des Grands, une série en prime time sur France 2 qui se passe à l'école, on peut penser qu'il y a de l'Instit dans l'air. D'autant plus que Didier Cohen, le créateur de l'Instit, est aussi derrière cette nouvelle série. Mais attention, on est loin ici de l'image d'Épinal d'un Gérard Klein défenseur des tout-petits. Tu crois sur un ring ou quoi? L'autre, il me traite de voleur, cet enculé. Non, j'ai pas de gros mots. Il m'a tiré mes 20 €. La Cour des Grands est une fiction, certes, mais adopte pourtant à l'image de nombreux codes du documentaire. L'amour, c'est quand les parents dans leur lit font du bruit. C'est une réponse, merci. L'apport de Christophe Barrault, le réalisateur, qui lui vient du documentaire, il a une telle façon de prendre les choses en main. Les acteurs n'ont pas de marque, les enfants ils les suivent, c'est lui qui s'adapte au jeu des enfants et pas le contraire. Donc, jusque dans les costumes, en fait c'est les vêtements des enfants, il n'y a pas eu de costumes. France 2 y croit dur comme fer. La chaîne n'a pas attendu de connaître l'audience des premiers épisodes pour commander une seconde saison actuellement en tournage. Tous les vendredis soirs sur M6, on a rendez-vous avec Earl, un gentil paumé qui décide de faire le bien. Il fait une liste de toutes les erreurs plus ou moins graves qu'il a pu faire et les répare une par une. Il est entouré d'une galerie de personnages en couleur, dont elle. Just make sure you got good music. Catalina, une ancienne go-go danseuse reconvertie en femme de ménage. It's okay. We all have our fears. I'm afraid of snakes and rape. La comédienne Nadine Velasquez est l'une des grandes révélations de cette série avec ce rôle d'immigrée clandestine mexicaine. I worked on a farm growing up. Oh yeah, where was it? I don't know. We were always blindfolded when they took us there. Et même si elle n'apparaît qu'en moyenne moins de 2 minutes par épisode, elle parvient toujours à se faire remarquer. You make good money? I'm guessing that's a yes. Pas étonnant que pour promouvoir sa soirée comédie, la chaîne américaine NBC ait pensé à elle pour ce spot internet. Some of my friends are confused about what the internet is for, but I know exactly what it is for. Avec ce second rôle, Nadine Velasquez est en passe de devenir la nouvelle bombe latine d'Hollywood. La presse magazine s'est déjà emparée du phénomène. Certains risquent de ne plus regarder Earl par hasard. En ce moment, il est partout. Radio, télé, presse. Si Jean-Pierre Foucault se démultiplie, c'est qu'il se raconte dans un livre. Ce n'est pas mon dernier mot. 40 ans de souvenirs et d'anecdotes à la télévision. C'est un pied de nez pour dire que ce n'est pas fini. Période mouvementée à TF1, un jeu déprogrammé. Alors comment se sent aujourd'hui l'animateur préféré des Français? On va lui demander puisqu'il est venu sur le plateau de Plus Clair. Merci de m'accueillir, bonjour, je me sens très bien. Vous vous sentez bien, oui. Tant mieux. Vous sortez ce livre en librairie, Ce n'est pas mon dernier mot, paru chez Albin Michel le 12 mars. On en a beaucoup entendu parler, hein, presse, télé, radio. Vous êtes heureux, ça marche bien? Écoutez, oui, c'est pas trop mon souci. Ma préoccupation, c'était de l'écrire, de se souvenir de tout ce qui s'est passé en 40 ans. Alors, on s'est réunis avec des copains, on s'est parlé, etc. Bon, il semblerait en effet que beaucoup de gens le lisent. 40 ans de carrière, c'est une somme de souvenirs, d'anecdotes, des programmes phares, l'Académie des Neufs, Sacrée Soirée, Qui veut gagner des millions, sans compter la radio, bien sûr. Si vous ne deviez garder qu'une émission... Ce serait la radio.
Ce serait la radio. Ce serait la radio. Vous avez noté la première phrase que je mets dans le bouquin. C'est une phrase d'un humoriste chansonnier qui s'appelait Pierre-Jean Vaillard, qui était talentueux. J'adore la télé. J'adore la télé. Quand je ferme les yeux, c'est presque aussi bien que la radio. Mon métier, c'est la radio. J'ai commencé très tôt à RMC. Je faisais RTL depuis de nombreuses années, tous les matins en direct. Je ne peux pas me priver. J'ai du mal à me priver de ce lien avec l'auditeur chaque jour, de jouer une pièce non écrite comme ça. Je trouve que c'est sympa. Voilà. Vous êtes finalement, malgré le succès, malgré votre immense popularité, assez sensible aux critiques. Par exemple, vous revenez à travers plusieurs pages, plusieurs lignes, aux guignols, ou par exemple à certains articles comme celui d'un journaliste qui parlait de sacrée soirée en ces termes. Il disait sacrée soirée, sacrée purée. Ces mots-là, vous ne les avez pas oubliés? Non, les guignols, c'est différent. Les guignols, je l'accepte, même si parfois ça fait pas plaisir, même si parfois ça fait beaucoup rire, même à ses dépens, je l'accepte parce que c'est la règle. Lorsqu'on fait un métier public, revers de la médaille. Voilà, on est là pour être brocardé, secoué, remué, et parfois ça aide. Mais les critiques gratuites, en disant qui je vais m'offrir cette semaine, qui je vais me payer. Il m'est même arrivé d'avoir une critique sur une émission qui n'est pas passée. Moi, je fais mon métier sans aucune arrière-pensée. Ça vous a blessé? Oui, l'arrière-pensée de le faire bien, ce métier, et de le faire pour faire plaisir, etc. Et il y a des gens qui, quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez, trouvent que c'est mal. Vous savez pourquoi c'est mal? Parce que ça marche et parce que c'est populaire. Donc, c'est suspect. Si ça marche pas et si c'est impopulaire, c'est génial. À l'occasion de la sortie de ce livre, vous avez été invité absolument partout. On a compté pour l'instant une quinzaine d'invitations à la radio, une douzaine pour la télé, sans compter les interviews à la presse. C'est impressionnant. Est-ce que vous n'en avez pas un peu marre? C'est pas fatigant Mais non, parce que, vous savez, c'est toujours intéressant de faire partager ce qui vous a plu. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait un dîner entre amis, par exemple? Chez vous, quand vous recevez, quand on se reçoit, on raconte quelque chose. On a envie de faire partager à quelqu'un. Moi, mon métier, déjà, c'est de faire partager à la radio et à la télévision. Et si, en plus, le partage peut rester entre les mains, parce que tout ce qu'on dit s'envole, disparaît. On garde pas les cassettes des émissions ou les DVD des émissions. En revanche, un bouquin, on peut le feuilleter et se souvenir. La promo, je sais que c'est un mot que vous n'aimez pas, et pourtant, vous n'arrêtez pas depuis le 12 mars, entre le livre dans les émissions des autres et vos propres émissions. Vos journées sont bien remplies. Exemple, nous vous avons suivi mardi, Laetitia Krupa. Ah, je suis attendu, mais c'est pas par la bonne chaîne de télé. Vous venez avec moi, je vous montre. 9h, Jean-Pierre Foucault arrive dans les studios de France 2. Il est invité par Sophie Davant pour son dernier livre. Mais attention, ne lui parlez pas de promo. J'aime pas dire la promotion. Comment on dit alors? Je suis invité d'une émission de télévision. Le hasard fait que l'opportunité excellente fait que j'ai sorti un livre. Il est ici en ami, donc la bise à Françoise Laborde et un petit échange de compliments avec William Lémergie. Je regarde depuis que je suis petit, voilà. Jean-Pierre est le présentateur favori de ma grand-mère. Et un des secrets de sa grande popularité, c'est la politesse. Merci. L'extrême politesse même. Merci. Son livre est sorti depuis 15 jours et depuis 15 jours, c'est le grand marathon médiatique pour la promo. Allez Jean-Pierre, on peut le dire, promo? Si ça vous fait plaisir, oui, je suis en promo. Mais En même temps, vous n'en avez pas beaucoup besoin. Si, il ne faut jamais dire ça. Ah ouais, votre nom suffit, non? Ah non, si mon nom suffisait, je ferais des pâtes, du riz, des œufs. Non, ça suffit pas, détrompez-vous. Pourtant, à chaque interview, c'est la même idée que l'on retient de son livre, 42 ans de carrière, quand même. Nous accueillons avec plaisir le très très grand, celui que le monde entier nous envie, Jean-Pierre Foucault, qui est là avec nous ce matin, mesdames et messieurs, pour nous parler de sa carrière, de toutes les anecdotes de sa carrière. 40 ans de carrière quand même, et un nombre d'émissions de télé et de radio incroyables. Nous fera le plaisir d'être avec nous dans quelques instants. Ça met l'impression, Jean-Pierre, même après 40 ans de carrière, quand on est lancé comme ça avec aussi... Oui, parce qu'elle est trop gentille. Elle est trop gentille, elle a à peine forcé le trait. 41 ans de carrière, Jean-Pierre. Oui. Donc des kilos, des dizaines de kilos de bandes à l'INA, donc les archives de la télé. J'aurais préféré le terme mètre à kilo, si ça vous ennuie pas. 10h30, arrivé à RTL. Je suis sûr que moi je me suis pas trompé de radio. Pour animer La Bonne Touche, son émission quotidienne avec Cyril Hanouna. Ça commence maintenant. 3-2-1-0, le standard est ouvert maintenant si vous voulez devenir le challenger de Martin. Mais mardi, c'était le 1er avril et son équipe lui avait préparé une surprise. L'émission est noyautée par un groupe d'improvisation théâtrale avec un photographe très collant. Ce n'est qu'à 12h30, à la fin de l'émission, que Cyril Hanouna lâche l'info. L'émission aujourd'hui était un poisson d'avril. Bravo.
Bravo. Là, il m'a énervé. Et pour Cyril Hanouna, ça fait quoi de travailler avec un des piliers du PAF? Quand on a comme ça un monsieur qui travaille depuis 40 ans... Ça va, je suis un jeune mec, merde. Un jeune mec. C'est un petit peu le leitmotiv d'aujourd'hui. C'est votre leitmotiv, 40 ans. À chaque fois que le jeune dans l'équipe, c'est Jean-Pierre. Il n'a pas besoin d'en faire trop. Donc Jean-Pierre, et c'est déjà Jean-Pierre Foucault, voilà, c'est une institution. Donc avec quelqu'un d'autre, je pense pas que ça aurait aussi bien marché. 14h15, les interviews continuent. Cette fois, Jean-Pierre Foucault est invité par Laurent Boyer. Et là encore, on parle de sa longévité professionnelle. C'est combien d'années de carrière, mon 42. Là. T'inquiète pas, elle va me le dire 20 fois encore d'ici. Petit con. 42 ans de carrière, mon pote, qu'est-ce que tu veux? Il nous appelle petit con, tu sais, c'est bien. Mais lui, il peut maintenant. Ils sont peu nombreux à faire ça. Hein. T'as pu avoir Drucker et Foucault, quoi. Vous allez pouvoir vous amuser avec des anecdotes croustillantes. Vous allez connaître, en fait, les dessous, peut-être, du métier de Jean-Pierre Foucault. Et comme il le dit très justement, ce n'est pas son dernier mot. Jean-Pierre, prêt à tout dire? Ouais. Absolument, je lève la main droite et je dis, je le fais. Télé, radio, presse, la tournée médiatique de Jean-Pierre Foucault est loin d'être terminée. Alors aujourd'hui, il y a la radio RTL, il y a la télé TF1. Dans votre livre, vous faites un constat sans concession sur la télévision d'aujourd'hui. Vous dites la télévision est devenue une industrie alors qu'autrefois c'était un artisanat. Est-ce que vous arrivez tout de même à être heureux dans cette industrie? Oui, parce que je suis resté artisan moi-même. Je n'ai pas voulu être producteur, aller vendre tel ou tel projet à telle ou telle chaîne de télévision. J'ai tenu à rester artisan dans ce monde qui est devenu industriel. Mais vous regrettez, ceci dit, la façon dont elle peut fonctionner, cette télé industrielle. Vous dites aujourd'hui, on ne laisse plus pousser les tomates. En gros, vous regrettez qu'on ne laisse pas, par exemple, les programmes s'installer. Non, on donne des chances à un programme, mais il faut bien constater aussi, et c'est normal, car nous sommes une entreprise privée et commerciale, que au bout d'un certain moment, si l'émission ne fonctionne pas, il est normal de l'arrêter. Prenez, avant que vous ne posiez la question 5 fois plus, qui n'a pas marché. Nous avons laissé TF1 se dérouler 10 numéros, et nous avons pris en commun la décision d'arrêter. C'est-à-dire qu'on laisse quand même. Ça s'est fait en commun. Vous en avez, puisque vous en parlez. C'était l'adaptation de Power of Ten. Oui. D'après vous, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Je ne sais pas. Si je savais, ça aurait fonctionné. Mais vous avez 40 ans de carrière. Non, mais justement, c'est ça la magie de la télévision et la magie du spectacle. On ne peut pas savoir avant. Et donc, puisqu'on ne sait pas avant, on prend le risque. Nous avons pris le risque, ça n'a pas fonctionné. C'est pas très grave. Le jeu américain original Power of Ten a été déprogrammé. Est-ce que ça ne veut pas dire que le concept n'était pas bon? Non, parce qu'il y a pas du tout, parce qu'il y a des programmes qui fonctionnent dans un pays qui ne fonctionnent pas dans d'autres. Il y a des pays dans lesquels qui veut gagner des millions n'a absolument pas fonctionné. Donc il n'y a pas de règle. Vous avez une très longue relation de confiance avec TF1. 22 ans. Vous le rappelez dans le livre, vous parlez énormément de 21 ans avec TF1, je me suis très bien entendu avec Patrick Lelay et Étienne Moujat, évidemment. C'est le cas aussi aujourd'hui avec Nonce Paolini. C'est le cas également aujourd'hui avec Nonce Paolini, avec lequel j'ai une grande complicité. Et avec Martin Bouygues. Donc, je suis bien dans cette maison et j'ai la prétention de pouvoir dire que c'est de la mienne. Et juste quand c'est votre maison, quand il y a une telle relation de confiance et quand un jeu que vous animez ne marche pas, comment ça se passe à TF1? Comme pour tout le monde. Vous en discutez? Comme pour tout le monde, on m'appelle, je discute, je prends parfois même les devants en disant ça marche pas, on est déçus, nous sommes... Là, c'est ce qui s'est passé, c'est vous qui avez pris les devants? Oui, l'image que vous avez des relations internes à TF1 n'est pas très bonne, mais elle est... Non, j'ai pas d'a priori, c'est juste savoir comment ça se passe en coulisses. Elle est tout à fait logique, elle est humaine. En bonne intelligence, on a fait le constat, on a dit ça marche pas. C'est vous qui avez fait le constat, ça marche pas. On va attendre un petit peu, puis avec TF1, on s'est dit on va trouver une solution. Vous vouliez pas continuer un jeu qui non, visiblement... c'est pas possible. Voilà. C'est pas raisonnable. Nous sommes là pour fabriquer et présenter des programmes qui fonctionnent. Il y en a un qui fonctionne, c'est Qui veut gagner des millions. Ça revient. C'est reparti, ça y est. Le lundi 14 avril, j'imagine que là c'est un plaisir, surtout quand il y a eu un vrai bonheur. C'est du béton qui veut gagner des millions. Faut jamais dire ça, parce que faut jamais dire ça. Même chez Bouygues, faut jamais dire ça. Ça fonctionne. Nous revenons. J'espère que ça va fonctionner. Nous sommes là pendant un certain nombre de semaines. Et en tout cas, moi, je prends toujours autant de plaisir à l'animer qu'au début. Il y a déjà 8 ans. Vous vous rendez compte? Alors, vous êtes le premier à dire qu'il n'y a pas de recette. Exemple, le retour de Sacrée Soirée. Juste avant la soirée spéciale 20 ans, c'était le 19 décembre dernier. Vous juriez même que c'était exceptionnel. Mais visiblement, TF1 n'est pas insensible aux 6,9 millions de téléspectateurs qui se sont massés ce soir-là. Et donc, on parle
d'un retour. Alors, est-ce une rumeur ou pas? Y aura-t-il un sacré soirée avant l'été ou à la rentrée? Je suis incapable de vous le dire. Ma recommandation, c'est non. Pourquoi? Parce qu'on ne refait pas le passé. Si maintenant on me propose une émission de divertissement qui a un cousinage, mais qui ne sera pas Sacrée Soirée, qui pourrait être un Sacrée Soirée 2008 différent, je veux bien. Mais refaire Sacrée Soirée étant une marque très forte, je ne veux pas tromper celles et ceux qui se sont attachés à la marque. Voilà, c'est clair et net. J'en discute encore avec Gérard Louvain et justement, avec TF1. Vous avez étudié quel scénario Pardon? Vous avez étudié quel scénario avec TF1? Ah, moi, j'ai étudié aucun scénario. Moi, on me demande, une fois que le scénario est prêt. Moi, j'arrive, je suis la cerise sur le gâteau. Alors, ils sont en train de discuter, en train de travailler. Ils savent très bien que je ne veux pas refaire une spéciale de Sacrée Soirée. En revanche, si on me propose quelque chose qui a, comment dirais-je, un lien de parenté avec Sacrée Soirée. Alors on aurait un Sacrée Soirée version 2008. Peut-être. C'est à l'étude. C'est à l'étude, mais pour l'instant, la décision n'est pas prise. Juste une petite question pour terminer à propos de notre chère Geneviève de Fontenay. Dans votre livre, vous consacrez plusieurs lignes à Xavier de Fontenay, le fils donc de la patronne des Miss France. Vous n'êtes pas tendre avec lui. Et cette semaine, Geneviève de Fontenay vous reproche de ne pas... en gros, vous étiez invité à l'émission. Ruquier. Voilà. Et il a fait une photomontage avec le fils de Fontenay avec Miss France. Avec Valérie Bègue, Miss France 2008, nue. Bah. C'était un photomontage. Vous avez rigolé sur le plateau, ça vous a fait rire. Bien sûr, bien sûr. Et elle vous reproche de ne pas avoir pris leur défense. J'accepte la dérision puisque j'accepte l'autodérision. Donc j'aime bien qu'on se fiche de moi, ça me fait rire. C'est pas très grave, chère Geneviève, si vous nous regardez, c'est pas très grave, c'est de l'humour. C'est pas la première fois, c'est l'amour vache entre vous. C'est l'amour vache, mais Geneviève, c'est Geneviève. Sauf qu'il faut qu'elle sache que Jean-Pierre, c'est Jean-Pierre. Et depuis l'élection de Miss France en décembre dernier, vous vous êtes parlé, les rapports sont bons? Bien sûr, nous nous sommes parlé. Nous sommes parlé. Moi, je pense que on peut pas trop en tenir rigueur à la Miss France actuelle, mais c'est Geneviève de Fontenay, la patronne. Elle fait ce qu'elle veut dans son... Vous la trouvez bien dans votre livre, Valérie Bègue. Vous dites que... Je la trouve plutôt sympa. Elle, qu'est-ce qu'elle n'est pas coupable? Elle fait des photos, tout le monde fait des photos. On n'est pas saint de Geneviève de Fontenay. Et donc la réaction de Geneviève de Fontenay est disproportionnée. Je trouve. Mais c'est Geneviève de Fontenay. Si elle n'avait pas réagi comme ça, ce serait pas Geneviève de Fontenay. C'est pour ça qu'on l'aime. Donc vous repartez pour un tour pour l'année prochaine. Les Miss France, vous y serez? Oui ou non. Je vous donne deux possibilités, ou oui ou non. Mais encore une fois, c'est pas moi qui décide. Si TF1 me demande de présenter Qui aura le dernier mot? C'est vous ou Geneviève de Fontenay? Je le ferai volontiers. Si ils souhaitent que ce soit quelqu'un d'autre, je l'accepterai tout aussi volontiers, franchement. J'ai passé l'âge de me battre pour faire telle ou telle chose. Simplement, je prends beaucoup de plaisir à faire Miss France. J'espère y être encore cette année en 2008 pour Miss 2009. Et nous, on prend beaucoup de plaisir à lire votre livre. Beaucoup. Ce n'est pas mon dernier mot chez Albin Michel. 40 ans d'anecdotes et de souvenirs de télévision et de radio. Merci Jean-Pierre Foucault d'être venu sur le plateau de Plus Clair. Dimanche, le New York Times l'a comparé à l'héroïne de Sex and the City, Julia Allison. C'est son nom, 27 ans, est devenue en quelques mois la star du journalisme People grâce à son blog où elle met en scène sa vie. Les shows télé se l'arrachent. Alors comment devient-on la Carrie Bradshaw du net? Théodore Bourdeau. Quoi neuf dans la webzone? Elle, c'est Julia Allison, une journaliste américaine. Hey, I'm Julia. À 27 ans, ses chroniques dans les magazines People ont fait d'elle une star des médias US, à tel point qu'elle intervient maintenant dans tous les shows télé. Paris Hilton is going to make that whole prison thing into a really good hot trend. So you could totally lose weight in prison. Cette popularité, Julia la doit à son blog où depuis 2 ans, elle raconte toute sa vie et surtout ses peines de cœur. L'épisode qui a marqué beaucoup de gens, c'est sa rupture en direct avec Jacob, qui est son dernier copain. C'est en direct, je la connais, Jacob, voilà, c'est formidable. Mais c'est pour montrer à quel point, justement, elle arrive à nouer des liens avec ses internautes. Mais si Julia a autant la cote avec les médias américains, c'est qu'elle leur rappelle trait pour trait Carrie Bradshaw, l'héroïne culte de Sex and the City. Elles sont toutes les deux new-yorkaises, elles sont toutes les deux journalistes. Et puis, évidemment, elles sont toutes les deux un peu croqueuses d'hommes. Donc, elles passent d'une histoire à l'autre et puis elles se livrent assez facilement là-dessus. Les télés américaines sont tellement fans de Julia Allison qu'un gros network lui aurait proposé de devenir le personnage central d'un reality show. À part ça, dans la webzone, le 1er avril, le net était truffé de grosses blagues. On a fait pour vous un top 3 des meilleurs poissons d'avril. 3e, le sélectionneur de l'équipe de France, Raymond Domenech, avec 7 vidéos sur le site de la Fédé. À quoi ça sert d'envoyer une équipe de France à l'Euro qui ne sera pas compétitive? Le mieux,
c'est dire on n'y va pas. Numéro 2, les patrons de Google qui annonçaient mardi qu'ils s'associaient avec Virgin pour envoyer des internautes dans l'espace. We're going to select the very first settlers of the planet Mars. Et number 1, les médias anglais avec par exemple le Guardian qui annonçait l'arrivée de Carla Bruni en tant que conseillère en look du gouvernement britannique. Ou le Sun qui proposait d'allonger le président de la République pour qu'il soit aussi grand que son épouse. Quant à la BBC, elle a diffusé 7 bandes annonces sur le net. These little fellas can do something no other penguins can. Enfin, dans la webzone, nous vous présentions la semaine dernière le soap américain d'MTV, The Hills, ou la vie romancée d'une bande d'ados américaine. Sur le net, le site humoristique Heavy.com a décidé de tourner la série en dérision. La parodie s'appelle Over the Hills, un remake de la série en version 3e âge. Well, let's go roll up on her. What? Let's go roll up on her right now. Des scènes de la série originale sont jouées mot pour mot par des acteurs seniors. I want to spend the rest of my life with you. I love you. I love you more. I really do. Et si les jeunes cartonnent sur le petit écran, les vieux se défendent bien sur le net. Les épisodes d'Over the Hills ont été visionnés plus de 450 000 fois. Voilà, Plus Clair, c'est fini. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un numéro de Plus Clair exceptionnel. Une journée dans les coulisses de Canal+, l'envers du décor des émissions, les confidences des animateurs. C'est samedi prochain à 12h45. En attendant, vous pouvez retrouver le meilleur de Plus Clair sur canalplus.fr. À la semaine prochaine et d'ici là, ouvrez grand vos yeux.